Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le pape Benoît XVI a entamé en France une visite de 72 heures, visite politique, culturelle et pastorale. Il a été reçu par le président de la République à l'Élysée. Au cœur de cette première journée, la question de la laïcité évoquée par le chef de l'État est reprise par le souverain pontife. Le grand format de ce soir nous emmènera au cœur du dispositif de sécurité qui entoure cette visite. Mais que ferait-on sans l'Eurostar? L'incendie d'hier provoque une situation de blocage pour des milliers de passagers, et cela à Paris comme à Londres. Nous reviendrons bien sûr sur les circonstances de l'incendie dans le tunnel. À suivre les premiers témoignages dans un instant. Trop de pluie une nouvelle fois. Après la Drôme le week-end dernier, c'est le Nord-Pas-de-Calais qui a été touché, et notamment la région de Cambrai. Plusieurs villages ont été, vous le verrez, inondés. L'Amérique vit à l'heure de Madame Palin. La colistière de John McCain vole la vedette aux deux candidats engagés dans la course à la Maison-Blanche. Alain de Chalvron a suivi pour nous sa première interview télévisée, riche d'enseignements apparemment. Et puis le cinéma, avec le dernier week-end pour le Festival du film de Deauville. Juliette Binoche sera avec nous tout à l'heure. Elle présente ce soir Coup de foudre à Rhode Island, une comédie romantique américaine. Merci d'être avec nous. Le pape est donc arrivé en France et on commence ce soir par cette image. Benoît XVI est actuellement en train de célébrer une messe en l'église Notre-Dame de Paris. Il devrait s'adresser d'ailleurs dans quelques minutes aux fidèles qui se sont déplacés en nombre sur le parvis de la cathédrale. Avant cela, la journée avait commencé par une première étape, moins spirituelle et plus politique. Une visite au palais de l'Élysée avec deux discours et un thème commun pour Benoît XVI et pour le président de la République, la laïcité. Résumé de ses premières heures de visite en France avec Bernard Lebrun. D'un pas incertain, se méfiant des marches en raison de sa mauvaise vue, usé par les lectures, Benoît XVI, 81 ans, est arrivé en France ce matin. Au pied de la passerelle, monsieur et madame Sarkozy sont ici à titre privé, car bien que le Vatican soit un pays souverain, le pape n'est pas en visite d'État. Il accomplit en France sa 10e visite pastorale à l'étranger depuis son élection en avril 2005. Une heure plus tard, ces 4 jours de voyage débutent sur un ton plus officiel au palais de l'Élysée. Comme ses prédécesseurs qui avaient reçu Jean-Paul II, le président de la République vient accueillir Benoît XVI. Coup d'œil de ce dernier à un palais de l'Élysée qu'il découvre pour la première fois. Puis vient le tête-à-tête. Le pape parle parfaitement le français, qu'il a choisi d'apprendre dès l'école dans l'Allemagne nazie des années 30. Durant cette entrevue en tête-à-tête seront abordées la crise en Géorgie, les minorités chrétiennes d'Orient, mais aussi la désignation d'un ambassadeur de France près du Vatican. Paradoxe, le poste est vacant depuis des mois. Benoît XVI et la France. Dans l'avion spécial qui le conduisait à Paris, le Saint-Père évoquait sa relation avec ce pays que l'on appelle la fille aînée de l'Église depuis Clovis. Je n'oserais pas dire que je connais bien la France, je la connais un peu, mais j'aime la France et la grande culture française. Surtout naturellement les grandes cathédrales. Le problème pour le Vatican, c'est que de cathédrales, la France n'en a pas construite depuis 1995 à Évry. Et puis il y a ce principe républicain d'une laïcité intangible que le président, obstinément, souhaite voir évoluer. La laïcité positive, la laïcité ouverte, c'est donc une invitation au dialogue, une invitation à la tolérance, une invitation au respect. Plus tard dans la journée, le pape dira à la communauté juive qu'être antisémite, c'est être antichrétien. Toujours accompagné du couple présidentiel, Benoît XVI salue quelques invités, dont les membres du gouvernement. Dans la rue, succès médiatique garanti pour le pape et surprise, succès populaire dans les avenues de la capitale. Vers 18h30, lors de la montée vers Notre-Dame de Paris, la foule est au rendez-vous, dont nombre de jeunes des établissements scolaires privés est mobilisée. Grandes orgues et décorations grégoriennes, Notre-Dame restaurée brille de tous ses feux. Ce n'est pas la messe, mais ce sont des vêpres œcuméniques, avec ici les représentants des communautés orthodoxes, protestantes, uniates d'Orient, mais aussi avec les diacres catholiques. Tous ont répondu à ce premier appel religieux de la visite pontificale.
Autre étape du jour au programme du souverain pontife, une rencontre avec 700 représentants du monde de la culture, mais également de la politique française, puisque deux anciens présidents de la République, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, étaient au premier rang cet après-midi au Collège des Bernardins à Paris. C'est là que s'est déroulée cette rencontre. Je vous le disais, le pape est donc actuellement en train de célébrer les vêpres à Notre-Dame de Paris, où plusieurs milliers de fidèles se sont rassemblés. On retrouve sur place Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. Il y a beaucoup de monde ce soir autour de Notre-Dame et notamment beaucoup de jeunes, je crois. Oui Laurent, tout à fait, beaucoup de monde, 8000 personnes sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame selon les chiffres de la préfecture de police de Paris, essentiellement des jeunes effectivement à l'invitation du pape Benoît XVI. Il y a là des jeunes d'aumônerie, beaucoup de jeunes scouts de France par exemple qui sont venus écouter le pape Benoît XVI. Ils sont nombreux, mais cela dit ils sont moins nombreux que lorsqu'ils s'étaient retrouvés ici il y a 3 ans pour un rendez-vous beaucoup moins festif. C'était pour la messe en hommage à Jean-Paul II qui venait de s'éteindre. Et c'est vous dire l'héritage qu'a laissé Jean-Paul II, un pape extrêmement charismatique, un pape très communicant. Alors ici, les jeunes chrétiens ne le connaissent pas beaucoup, ce nouveau pape Benoît XVI. Laurence Cuvillier et Daniel Lévy ont été à leur rencontre. Ils ont interviewé certains de ces jeunes. Vous allez voir qu'ils sont plus venus pour le symbole que représente le pape que pour Benoît XVI en personne. On les écoute. En tant que chrétien, j'attends beaucoup son discours pour les jeunes. Parce qu'on n'entend pas souvent parler, c'est quelqu'un d'assez mystérieux et justement ça peut être une façon de le découvrir, de savoir ce qu'il attend de nous, parce que c'est quand même celui qui nous dicte le chemin à suivre pour notre foi. Nous en fait on était au JMJ à Sydney et on vient pour retrouver un petit peu l'ambiance et pour montrer qu'on est toujours prêt pour montrer que les jeunes sont là. Je le trouve très heureux, je le trouve aussi heureux qu'au JMJ. On sent qu'il est heureux d'être parmi les jeunes et de montrer qu'il faut croire aujourd'hui et que c'est très important. Voilà, alors vous venez d'entendre ces jeunes chrétiens qui attendent beaucoup de Benoît XVI, un pape qui est moins communicant que Jean-Paul II, mais qui le revendique d'ailleurs. Enfin, pour terminer, il faut savoir que beaucoup de ces jeunes resteront ici ce soir sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, tout simplement pour une longue veillée de prières et de chants. Les sacs de couchage et les tapis de sol sont déjà sortis car ils resteront ici toute la nuit avant une procession demain matin pour rejoindre la grande messe qui sera célébrée aux Invalides. On attend près de 200 000 personnes. Merci Loïc, nous reviendrons tout à l'heure sur cette visite, notamment avec notre grand format, puisque nous avons suivi aujourd'hui les équipes chargées de la sécurité de cette visite. Dans l'actualité de ce vendredi également, les suites de l'incendie dans le tunnel sous la Manche. Il n'y a eu aujourd'hui aucun Eurostar entre Paris et Londres, et lorsque l'on sait que 35 000 personnes l'empruntent chaque jour, on imagine que de nombreux voyageurs ont été bloqués aujourd'hui encore. Alors commençons par les faits. Que sait-on ce soir de cet incendie? Explications et premiers témoignages aussi. On voit cela avec Claude Sampère et Samuel Humez. Ils se sont battus pendant des heures pour éteindre l'incendie. 250 pompiers français, 210 anglais. Lutter contre un feu dans un tunnel, c'est affronter des températures extrêmes, plus de 1000 degrés et des fumées très denses. Les personnels, pour vous donner l'ambiance, ne pouvaient pas rester plus de 10 minutes au contact du feu, compte tenu de l'intensité du feu, de la chaleur et du rayonnement. Chaque groupe qui revient du feu est immédiatement pris en charge par une équipe médicale. On prend la température des pompiers, certains atteignent les 41 degrés. En clair, ils sont complètement épuisés, il faut les relever. Après une nuit d'efforts, vers 8 h ce matin, le feu est complètement éteint. À l'hôpital de Calais, les chauffeurs routiers, légèrement intoxiqués par les fumées, se remettent peu à peu. En quelques mots, ils racontent tous la même histoire. Le feu brutal qui se déclenche dans le 3e wagon, la panique, la peur. Celui-ci nous explique qu'ils ont cassé les vitres, forcé une porte et que la fumée les a enveloppés. Les mains tremblantes, dès hier soir, un premier chauffeur belge racontait ses instants de peur très forts. Le fumée est rentré dans le train et il y avait du panique. Le chef du train était dans un coin en train de paniquer et c'est nous les chauffeurs qui ont cassé les fenêtres pour sortir le train. Et ça a duré environ 2 heures pour l'évacuation de Le Châtel jusqu'à on était sorti dehors. En fait, le chauffeur du train n'a jamais paniqué. Dès le feu détecté, le conducteur a arrêté son train près d'une issue de secours et c'est tout à fait normal qu'il n'ait pas ouvert les portes tout de suite. Nos procédures prévoient la ventilation du tunnel avant de faire sortir les personnes physiques en toute sécurité. Cela prend un tout petit temps et c'est ce temps qui a été considéré par certains chauffeurs comme étant trop long
que l'on peut concevoir. Et ils sont rentrés dans une logique d'évacuation d'urgence, dont la conséquence a été justement qu'ils ont inhalé les fumées, ce que nous voulions éviter. À l'heure actuelle, les pompiers continuent de refroidir tout ce qui a brûlé dans le tunnel. Dans quelques heures, les enquêteurs prendront leur place. L'origine accidentelle du feu est officiellement confirmée ce soir, mais les experts de la police doivent maintenant déterminer avec précision les causes de l'incendie. Alors quelle est la situation ce soir à l'entrée du tunnel, côté français mais également côté britannique? Avant d'aller à Londres, direction Coquelles, où l'on retrouve Frédéric Crotta. Bonsoir Frédéric, 24 heures après cet incident, quels sont les derniers éléments et est-ce que l'on sait quand les voyageurs pourront reprendre l'Eurostar? Bonsoir Laurent, ce que l'on peut dire ce soir c'est qu'Eurotunnel essaie de mettre tout en œuvre pour tenter de rétablir le plus vite possible la relation ferroviaire entre la France et la Grande-Bretagne. Cet après-midi, ces techniciens ont inspecté avec minutie les tunnels, notamment le tunnel sud qui servira lors de la reprise. Le PDG d'Eurotunnel nous a confié tout à l'heure qu'il allait devoir procéder la nuit prochaine à 2 tests, un petit peu en catimini, c'est-à-dire au passage de 2 trains spéciaux sans passagers qui devraient servir en fait à détecter d'éventuelles défaillances techniques. En tout cas, l'optimisme est de rigueur. On pense même que dès demain matin, le trafic passager seulement pourrait reprendre. Donc c'est un petit peu l'état d'esprit qui règne ici ce soir. Merci Frédéric. Alors ce sésame entre la France et l'Angleterre concerne bien sûr les 2 côtés de la Manche. À Londres, comment a-t-on réagi face à cet incendie? Bonsoir Maryse Burgot. On s'organise également outre-Manche? Oui, et paradoxalement, ce soir, le terminal Eurostar de la gare de Saint-Pancras est désert. Alors, où sont passés les 30 000 voyageurs qui devaient rejoindre la France aujourd'hui par le tunnel? Eh bien, ils ont le plus souvent renoncé ou ils ont pris l'avion, mais tous les vols à destination de Paris sont complets pour tout le week-end. Les compagnies à bas prix en ont d'ailleurs profité pour multiplier leur prix par 10. Alors, il reste une autre solution, c'est le ferry, mais là, il faut descendre jusqu'à Douvres, dans le sud de l'Angleterre, Douvres, où 2000 camions sont toujours bloqués. Alors une journée qui rappelle une certaine réalité géographique. On a un peu tendance à l'oublier avec l'Eurostar, mais la Grande-Bretagne est bel et bien une île. Merci Maryse. Je vous le disais, l'Eurostar, c'est environ 35 000 passagers par jour. Alors comment ces hommes, ces femmes, ces familles se sont débrouillés? Les solutions à cette situation de blocage ne sont pas toujours faciles à trouver. On voit cela avec Sophie Brune et Marc de Langenhagen. Numéro 20 Eurostar, bonjour. Dans ce centre d'appel de la SNCF, une quinzaine d'agents répondent aux clients de l'Eurostar, 9000 appels enregistrés depuis hier. Si la SNCF conseille aux voyageurs de reporter leur voyage, ce n'est pas possible pour tout le monde. Et oui, c'est des gens qui sont dans des situations qui ne peuvent absolument pas décaler, des personnes qui ont des concours, d'autres qui ont des mariages, qui doivent absolument partir. Donc en fait, c'est des gens qui vont tenter le tout pour le tout. Dès ce matin, gare du Nord, les voyageurs cherchaient en effet un autre moyen que le tunnel pour traverser la Manche, le train pour la côte, puis le ferry. À Calais, pour essayer de prendre le ferry. Ouais, et alors, ça s'annonce comment? Ça s'annonce pas très bien, je pense. Il n'y a pas vraiment de place. Là. À Calais, cette compagnie maritime a effectué aujourd'hui 5 allers-retours, contre 3 habituellement. De quoi transporter 1700 passagers supplémentaires, comme ce voyageur débarqué hier de l'Eurostar. C'est un peu long. Et voyez-vous, je suis déjà un peu âgé, mais je suis encore plus âgé aujourd'hui. Tout soir. À Paris, pas de rush particulier aux aéroports. 500 enfants en bas âge et quelques chanceux ont pu embarquer dans des avions à destination de Londres. Au départ, on a pris des billets pour aller à Calais, prendre le ferry jusqu'à Douvres et ensuite finir à Londres. Et à la gare, ils nous ont proposé de prendre l'avion et ça s'est bien passé. On nous emmenait au RER et c'est très bien passé. Même si le trafic reprend demain, ce sera de façon progressive et avec des temps de parcours plus longs. Autre information aujourd'hui, ce sont les conséquences des fortes pluies qui se sont abattues la nuit dernière dans le Nord-Pas-de-Calais et notamment dans le secteur de Cambrai. Plusieurs villages ont ainsi été inondés. La population a d'ailleurs dû parfois être évacuée. Ce soir, l'heure est au bilan des dégâts. Sur place, Elsa Palot et Patrick Wursterm. Les témoins parlent tous d'une véritable vague. Sur ces images amateurs, une déferlante traverse le village de Villers-Plouy. En quelques minutes, l'eau et la boue recouvrent tout. Quelques heures plus tard, les flots ont disparu, mais les stigmates sont bien là, dans les rues du village. Dans cette maison, une femme a été littéralement emportée, emprisonnée par la vague. Elle a été coincée contre la projet de l'eau, a poussé le meuble contre elle, et elle était coincée entre le meuble et le mur. Sous l'eau.
Elle est actuellement en réanimation dans un état grave et ses proches ne comprennent pas comment tout cela a pu arriver. L'eau est rentrée brutalement dans la cuisine. Elle a emmené la cloison du sous-sol. Elle les a emmenés tous les trois dans le sous-sol. Plus loin, dans une autre maison, la solidarité une fois encore joue à plein. Des amis, des voisins venus aider. Bon, on a fait notre jeunesse ensemble, hein. On ne peut pas les laisser sur le côté. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? À quelques kilomètres, à Proville, l'eau est encore là, bien présente, dans les rues, les jardins et les maisons. Ce retraité est venu chercher quelques affaires. Déjà, il s'indigne et ne comprend pas. L'eau, il n'y a rien qui l'arrête. L'eau, il faut qu'elle s'en va. Et on ne fait rien pour qu'elle s'en va. Lui a choisi de ne pas quitter sa maison, malgré les ordres d'évacuation. Il ne peut alors que constater les dégâts, 70 cm d'eau dans son sous-sol. Bien, il y a un mois et demi, on a eu 27 cm. Mais là, là c'est méchant. Ici, 80 maisons ont été évacuées et les habitants n'attendent qu'une chose, que l'eau parte, enfin. Autre lieu et autre inondation en Picardie, cette fois dans les environs de Saint-Quentin. Plusieurs villages de l'Aisne ont été touchés. Cette fois encore, ce sont les fortes pluies qui sont à l'origine de ces différents sinistres. 20h15, merci d'être avec nous. À suivre dans un instant notre grand format sur les coulisses de la sécurité du voyage du pape à Paris. Nous irons aux États-Unis où Sarah Palin, la colistière de John McCain, a répondu pour la première fois à une interview télévisée. Examen réussi ou pas. Enfin, le cinéma et Juliette Binoche sera notre invitée. Elle présente à Deauville Coup de foudre à Rhode Island. Mais avant cela, en France, une question. Quel est le profil de l'homme qui a tué son codétenu dans la nuit de mercredi à jeudi à la maison d'arrêt de Rouen? La victime qui partageait sa cellule était incarcérée pour des infractions légères. L'auteur des faits, en revanche, était en détention préventive pour meurtre par arme blanche. Il a été transféré dans un hôpital psychiatrique. Franck Genozo et Samuel Humez. L'air détaché, absent, loin d'être effondré selon un témoin. L'homme qui a tué son codétenu il y a 2 jours a été transféré à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, un établissement spécialisé où il aurait dû être placé plus tôt, selon son avocat. Moi, j'ai attiré l'attention plusieurs fois, notamment du juge d'instruction, sur cette dangerosité. Le juge d'instruction se posait des questions également. Mais il est vrai que ce rapport d'expertise est venu conforter ceux qui pensaient qu'il était à peu près normal. Jugé sain d'esprit par un expert psychiatre. Pourtant, ce jeune homme de 20 ans était en prison pour avoir tué un adolescent de 54 coups de couteau il y a 6 mois. Derrière les barreaux début juillet, il porte de multiples coups de stylo à la gorge d'un autre détenu. Mais il est également suicidaire, ce qui pousse un médecin à demander son placement dans une cellule à 2. Un avis médical qui oblige l'administration à lui trouver un codétenu volontaire. Les 2 détenus avaient été vus et avaient donné leur accord pour être ensemble. Ce que l'on fait dans les établissements, c'est que l'on donne le profil général du codétenu avec lequel on va partager sa cellule. On ne rentre pas dans le détail des faits. 24 heures plus tard, le nouveau codétenu est retrouvé mort, la gorge tranchée. Savait-il qu'il allait cohabiter avec un homme poursuivi pour meurtre? L'administration ne révèle jamais les raisons de détention au nom du respect de la vie privée. Effondrés, les proches de la victime envisagent de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Certains s'interrogent également sur une pratique répandue, faire surveiller les détenus suicidaires par d'autres détenus. On demande à des personnes qui sont des détenus, qui ne sont pas des gens formés pour, d'essayer d'empêcher quelqu'un d'autre de se suicider. Et quid en plus quand la personne se suicide de la responsabilité qui pèse sur ce codétenu. L'an dernier, 97 personnes se sont suicidées en prison. 2 meurtres y ont été commis depuis le début de l'année. Près d'un mois après les faits, 17 membres des familles de soldats tués en Afghanistan ont choisi de se rendre sur place. Ils y sont depuis quelques heures. Un voyage express. Ils sont accompagnés par le ministre de la Défense, Hervé Morin. Ils doivent rejoindre la France dès demain. L'actualité aux États-Unis avec tout d'abord ces images en provenance de New York. Celles des 2 candidats au poste de président, John McCain et Barack Obama, qui se sont retrouvés hier soir pour une trêve dans la campagne sur le site de Ground Zero à New York donc. Et cela à l'occasion des cérémonies pour le 7e anniversaire des attentats du 11 septembre. Une trêve au cœur de la campagne américaine qui a connu une semaine de tension. Dans chaque camp, le ton est monté d'un cran. Mais l'événement de ces derniers jours, c'est surtout l'effet Sarah Palin. La colistière de John McCain a donné un coup de fouet à la campagne pour les républicains. Et c'est elle encore qui aujourd'hui a attiré l'attention avec notamment sa première interview télévisée, mais également un déplacement auprès des soldats en partance pour l'Irak. Alain Chalvron, Aaron Diamond. Nous sommes en Alaska, une base militaire.
4000 soldats défilent avant de partir pour l'Irak. Parmi ceux-ci, Track Palin, le fils de la gouverneure de l'État et candidate à la vice-présidence. On l'avait brièvement aperçu à la Convention républicaine. Sarah Palin parle donc en gouverneur et maire. Nous allons prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse, vous protège et vous permette de rentrer à la maison sain et sauf. Quelques heures plus tard, c'était aussi le baptême du feu pour la candidate. Pour la première fois, elle devait sortir de son texte et improviser face à une vedette d'ABC. La question porte sur la Géorgie, que Sarah Palin souhaite voir intégrée à l'OTAN, quels qu'en soient les risques. Même, demande le journaliste, même si cela doit mener à une guerre avec la Russie? Oui, peut-être bien. Je veux dire, c'est bien le sens du traité. Si un pays tiers attaque un des membres, il faut vous attendre à être appelé à l'aide. La réponse a jeté un froid. Autre question, la doctrine Bush, la guerre préventive qui justifia l'invasion de l'Irak. Êtes-vous d'accord avec la doctrine Bush? En quel sens, Charlie? Comment vous l'interprétez? Sa vue du monde? Non, la doctrine Bush, définie en septembre 2002 avant la guerre en Irak. Visiblement, Sarah Palin ne sait pas trop ce qu'est la doctrine Bush, mais se dit tout à fait prête à occuper, le cas échéant, le bureau ovale. Et nous restons aux États-Unis avec ces images du Texas et plus particulièrement de la ville de Houston qui a été évacuée en grande partie ces dernières heures. La 4e ville du pays qui commence à subir les premiers effets de l'ouragan Ike. Des vents à plus de 160 km/h sont attendus. On a appris que le centre spatial situé dans la région a lui aussi été évacué. Le grand format de ce soir nous ramène à l'actualité qui fait la une. Aujourd'hui, la visite du pape Benoît XVI en France. Nos équipes ont pu suivre comment s'organise la sécurité autour d'une telle visite. Les coulisses du dispositif avec Audrey Goutard et Vincent Bouffartigue. Il porte des armes et pas n'importe lesquelles, de l'artillerie lourde. Pas de treillis mais un costume et une cravate rouge pour se reconnaître dans la foule. Des oreillettes pour communiquer le plus discrètement possible et surtout, ils sont peu nombreux et surentraînés. Fait que les personnalités les plus sensibles. C'est un peu on dit l'élite quoi, du SPHP. Oui, ouais, on va dire ça. Le SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Même pour ces hommes, l'arrivée du pape à Orly est une mission ultra sensible. Un énorme dispositif qui a demandé plus de 6 mois de préparation. Il y a toujours des risques. On est malheureusement prêt à toutes sortes d'agressions. Ça peut être une agression simple, comme une tarte à la crème, mais ça peut être une agression qui peut être beaucoup plus violente, comme un attentat. Le raid est là aussi. Un de leurs tireurs d'élite perché sur le toit de l'aéroport, prêt à dégainer. Quelqu'un qui peut être sur un toit, derrière une fenêtre. Donc on est le plus vigilant possible. Pour protéger le pape, il peut faire mouche jusqu'à 300 mètres. Les services de sécurité dirigent le Saint-Père et le président de la République vers leur limousine blindée. Direction Paris. Et pas question pour les badauds d'approcher. Vitesse lente, un cortège lent, Zélan. Dans le convoi, la tension monte d'un cran. D'autant que les services de renseignement antiterroristes ont fourni des photos d'individus susceptibles de viser le pape. Nous les prenons en compte visuellement et nous essayons de les observer, de les contrôler à nouveau pour les déstabiliser et ensuite, si leur comportement est très agressif, nous les écartons du lieu d'arrivée. Et tandis que le Saint-Père poursuit ses visites, la Papamobile, partie du Vatican la veille, débarque à Paris dans la plus grande discrétion et toujours sous très haute protection. À partir de cet instant, les services de sécurité ne la lâchent plus. Moi, son arrivée, je vais me mettre dans ce sens-là. Et pour son départ, je reprendrai la position de l'autre côté. Le pape doit traverser le centre de Paris en Papamobile jusqu'à Notre-Dame. Les tireurs sont en position sur les hauts points. Dans le vieux Paris, la mission est périlleuse. On est dans des rues très étroites, donc notre action de tir, elle va être vraiment de proximité. Et puis il faut savoir que également ça peut déclencher un effet de panique avec le bruit. Le Saint-Père roule vers Notre-Dame, toujours protégé de ses anges gardiens.
Ce soir, leur mission est accomplie. Demain, elle se poursuit à Lourdes. Voilà pour ce grand format économie. En ce moment, tout le monde en parle. C'est une formule populaire que l'on entend un peu partout. Le prix de l'essence mettrait plus de temps à baisser qu'à augmenter à la pompe. Alors s'agit-il d'une légende urbaine et a-t-on raison de l'affirmer? Vérification en chiffres avec Valérie Lerouge et Régis Maté. 147 $ à New York, c'était le 11 juillet dernier. Depuis ce record, le cours du baril a perdu 31%, juste en dessous de 100 $, mais le consommateur a du mal à en voir la couleur. Quand ça monte, ça monte, et quand ça baisse, ça reste stable. Donc il y a un petit problème, ouais. À la pompe, non, ça se sent pas vraiment, non. J'ai toujours la même consommation, et puis voilà, exactement la même chose pour faire le plat. Première explication, l'affaiblissement de l'euro. Quand notre monnaie est forte, l'envolée du pétrole est un peu amortie, c'était le cas jusqu'en juillet. Réciproquement, quand l'euro s'affaiblit, la baisse du pétrole devient moins spectaculaire en euros qu'en dollars. Deuxième explication, la principale taxe est fixe, 60 centimes par litre. Elle maintient donc artificiellement un prix élevé du carburant, même si l'or noir diminue. Mais ça ne justifie pas tout, car le baril, même en euros, a perdu 21% et le sans-plomb hors taxe, lui, seulement 10%. Pour les groupes pétroliers, c'est le prix de l'été qui était anormal. Début juillet, le samplon 95 était à un prix très bas. En fait, le samplon 95 en centimes d'euros du litre était plus bas que le prix du pétrole brut. C'était une circonstance qu'on n'avait jamais vue et qui était due à des phénomènes d'excédent très importants à ce moment-là. Les compagnies pétrolières sont-elles en train de récupérer leurs marges? La ministre de l'économie leur a demandé quelques explications. Ils ont répercuté effectivement immédiatement les baisses. Alors ce sont dans des proportions différentes selon les produits, mais toutes les baisses ont été répercutées. Donc vous êtes satisfaite? En l'état actuel, oui. La ministre peut être d'autant plus réjouie que la moitié du prix d'un litre d'essence revient directement dans les caisses de l'État. Et sachez justement que ce soir, le baril est passé sous la barre des 100 $ à New York. De la maternelle au lycée, tout le monde a fait sa rentrée. Et parmi les enfants et les adolescents, plus de 160 000 handicapés. De nombreuses familles ne trouvent malheureusement toujours pas de solution, et notamment lorsqu'il s'agit de handicap mental important. Mais certaines initiatives, vous allez le voir, sont porteuses d'espoir. Reportage dans le Nord, à Villeneuve d'Ascq, Mallory Aounou et Guillaume Michel. Se ranger et gagner sa classe, une banalité pour les uns, une chance toute particulière pour ces 4 élèves. Sur le crocodile, vous allez devoir faire des petits points. Alexandre, Michael, Amina et Alice ont entre 9 et 10 ans. Ils souffrent de handicap mental. La seule solution pour eux, c'était normalement l'IME, un institut médico-éducatif hors de l'école. C'est des enfants qui ne peuvent pas suivre une scolarité ordinaire et même pas un programme scolaire. On a réfléchi à une intégration qui leur permettrait d'être bénéfique sans les mettre en échec. Depuis 2 ans et demi, la petite classe s'est donc délocalisée au sein d'une école primaire. Amina y fait ses premiers pas, ses camarades ont tracé le chemin. Michael, qui est là, qui manipule le petit livre, quand il est arrivé, il était incapable de faire ça en fait. Il déchirait toutes les pages, il le balançait à travers la pièce. Maintenant, il s'est posé, il commence à lire les lettres avec son copain. Voilà. C'est quoi ça? Du travail. Comportement plus adapté, concentration, des progrès favorisés par l'imitation. Car la classe finie, toutes les activités sont partagées avec les autres écoliers. À la cantine, on mange avec les copains-copines. C'est super. Qu'est-ce qui est super? Manger aussi. Ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils connaissent des gens et pareil pour nous. Et à la récré, Alice est loin d'être la plus réservée. Attends, d'ailleurs. C'est elle qui est venue? Elle est venue vers vous? Oui. Et vous trouvez que c'est une bonne chose? Oui. On a beaucoup d'intérêt, d'entraide, de questionnements. Je pense que côté enfant, les enrichissements sont réciproques de chaque côté. Une loi de 2005 développe progressivement l'intégration scolaire, mais le handicap mental exclut et effraie encore trop souvent. L'association de parents à l'initiative de ce projet espère multiplier les passerelles vers une vie un peu plus ordinaire. Dans un instant, le cinéma. Tout d'abord, le sport avec une nouvelle médaille d'or pour la France aux Jeux paralympiques de Pékin. C'est le cycliste Laurent Thirionnet, déjà champion olympique à Athènes en 2004, qui a remporté aujourd'hui le contre-la-montre sur route. Bravo à lui. Cela fait donc 6 médailles d'or en tout pour l'équipe de France. 2 mots de football avec la réélection tout d'abord aujourd'hui du président de la Ligue de football professionnel, en la personne de Frédéric Thiriez. De son côté, le président de la Fédération française tient à son siège. Jean-Pierre Escalette a annoncé qu'il se présenterait à
à sa propre succession lors de l'élection du 13 décembre prochain. Aucun autre candidat ne s'est pour le moment déclaré. Le cinéma donc avec le festival du film américain de Deauville qui se terminera dimanche soir. Ce vendredi, c'est une comédie romantique qui est présentée en avant-première. Coup de foudre à Rhode Island, à l'affiche. Juliette Binoche qui est en duplex avec nous avant de la retrouver. La présentation du film avec Marie-Jo Jouan et Olivier Robert. Elle est arrivée de Londres en jet privé. Elle y donne un spectacle de danse. Juliette Binoche a traversé le festival de Deauville, telle une étoile filante. Une énergie en épuisée plus d'un et une curiosité qui l'entraîne aux quatre coins de la planète cinéma. Regarde tes filles, qu'est-ce qu'elles sont grandes maintenant. Mon chéri, on se fait du souci pour toi. Allez, va t'évader. Ici, c'est en Amérique, à Rhode Island, le temps de vivre un coup de foudre avec un veuf père de 3 filles. L'acteur Steve Carell n'en est pas encore revenu. Juliette Binoche, vous savez, peu de gens le savent, mais elle est française. Voir nos deux noms côte à côte sur l'affiche, il faudrait presque mettre un point d'interrogation à la suite du mien. Elle est si douce et si drôle. Oncle Dan a rencontré une fille canon. Une idylle qui risque d'être compromise, car surprise, la jeune femme est déjà la petite amie du frère du héros. Alors, comment elle est, hein Quelle est la... On montre ici une famille dans laquelle on tient les uns aux autres. Pas d'excès de sentimentalisme ni de guimauve. On y trouve de l'émotion et du rire. C'est très fidèle à la vie. Je suis envahi par un désir aveugle. Aussi original qu'attachant, ce joli duo va conforter ceux qui ont déjà trouvé l'âme sœur et réconforter ceux qui l'attendent encore. Et avec nous donc Juliette Binoche, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Comment allez-vous tout d'abord et quelle est l'ambiance à Deauville? Pardon, répétez-moi la question. Je voulais juste savoir comment vous alliez, c'est tout. Très bien, j'arrive de Londres parce que je danse avec Akram Khan et je suis là pour honorer le festival de Deauville et le film qui va sortir mercredi. Alors justement, on sait que vous aimez multiplier les expériences en France mais aussi à l'étranger, des films d'auteur et puis des films plus légers. Exemple, peut-être avec ce film américain, c'est un joli coup de foudre ce film. Oui, c'est un joli coup de foudre. D'abord parce que j'ai aimé l'idée de rencontrer des acteurs que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement que dans un film comme ça. Il s'agit de Steve Carell et Dane Cook, qui sont des grands acteurs dans le cinéma américain et aussi à la télévision. C'est un peu la nouvelle coqueluche d'Hollywood. C'est la coqueluche d'Hollywood, oui, absolument. Et c'était un honneur et une joie de partager avec lui ces moments de cinéma, de vie et de quiproquos qui n'en finissent pas. C'est un film de famille, un film d'amour, un film à la fois qui détend et qui nous permet quand même de réfléchir sur l'amour et sur comment on peut renaître quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir et que c'est quand même possible de renaître. Une belle idée. Alors à quoi va ressembler votre fin d'année? Vous en avez parlé il y a un instant. On en avait parlé d'un spectacle de danse, c'était à l'époque lointain, mais cette fois, on y est. Vous serez sur scène dans une semaine à Londres pour la première mondiale. Pas trop de stress? Non, mais quand l'importance de ce qu'on doit faire est plus grand que soi, finalement, il y a moins de peur. C'est quand il faut se mettre en danger, je crois, pour faire ce métier, pour être le plus humain possible. Et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois avec le plus de conscience et d'amour possible. Donc, on a déjà commencé les représentations et c'est pas la peur qui l'emporte finalement. C'est plus la joie de partager et d'y aller, parce que la vie est courte et il faut savoir vivre sa vie. Alors, enfin, j'ai lu dans une interview cette phrase signée Juliette Binoche: je ne serai pas forcément actrice toute ma vie. Rassurez-nous, on va vous revoir encore quelques années au cinéma tout de même? Oui, mais vous n'allez pas être journaliste toute votre vie. Non, je vous confirme.
On verra. On peut chanter, on peut danser, on peut peindre, on peut écrire des livres finalement. Tout est possible. Bah, tout est possible. Je réfléchis à tout ça. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Coup de foudre à Rhode Island qui sortira mercredi dans les salles en France. Merci beaucoup Juliette Binoche. Merci, et à bientôt. Merci. Et on revient avant de terminer ce journal à l'information du jour. C'est bien sûr la visite du pape Benoît XVI en France, visite politique, spirituelle et pastorale. Le pape a été reçu à l'Élysée. Il a célébré ce soir les Vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il s'est adressé ce soir aux jeunes fidèles qui étaient venus l'acclamer. On l'écoute. Maintenant à vous, chers jeunes, si tenez à faire redécouvrir à de nombreux jeunes l'importance de l'Esprit Saint dans notre vie, dans la vie du chrétien. L'Esprit nous met intimement en rapport avec Dieu, chez qui se trouve la source de toute richesse humaine authentique. Tous vous cherchez à aimer et à être aimés. C'est vers Dieu que vous devez vous tourner pour apprendre à aimer et pour avoir la force d'aimer. L'Esprit qui est amour peut ouvrir vos cœurs pour recevoir le don de l'amour authentique. Voilà le pape Benoît XVI ce soir à Paris. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, suivi du point route de Valérie Maurice, 20h55, le retour de Centrale nuit. Et puis demain matin, dès 8h50, édition spéciale sur la suite du voyage du pape Benoît XVI avec Marie Drucker, avec en point d'ordre la messe sur l'esplanade des Invalides. Je vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité demain dès 13h avec votre magazine à 13h15. Passez une excellente soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.